Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouveau débrief à ce jour après le match nul entre le Football Club de Nantes et Le Havre pour cette 12e journée de Ligue 1. La dernière journée avant cette fameuse trêve de novembre là qui arrive et qui va nous priver de Ligue 1 pendant 2 semaines. Alors, si on m'avait posé la question en tout début de saison, avant même que le championnat démarre, Arthur, un partout au Stade Océane face au Havre en novembre, est-ce que tu signes? Je n'aurais pas signé. Maintenant, si on m'avait posé la question avant le match, que Nantes prenne un point au Havre, au vu des dynamiques des deux équipes, au vu du dernier match de Nantes face à Metz, au vu du fait que le Havre n'a pas été battu dans son stade depuis la J2 et une défaite face à Lens, et surtout au vu de la physionomie du match où Nantes jusqu'à la 94e tient son fameux avantage au score d'un petit but, et bah peut-être que j'aurais signé en prenant ce point du match nul là, surtout que Nantes se rassure défensivement, ce qui à mes yeux était la première chose qu'on aurait voulu chercher de ce déplacement au Havre. Donc voilà, j'avais envie de commencer par plutôt une note positive sur le fait qu'on a pris quand même 7 buts sur les 2 derniers matchs avant de jouer le Havre, et que là, ce soir, on tient le clean sheet jusqu'à la 94e. Malheureusement, le style de jeu de Nantes et cette suffisance nous aura conduit vers une égalisation plus que méritée et logique des Havrais. Mais j'ai pas envie de changer pour autant le débrief que j'avais prévu de faire. C'est-à-dire que même si Nantes avait pris les 3 points, je compte quand même dire ce que j'ai bien aimé. Et je compte quand même aussi faire un avis global sur ce qu'on voit de Nantes quand Nantes mène au score, parce que c'est quand même, voilà, il y a une forme de suffisance mentale qu'on avait déjà vu lors de la deuxième mi-temps face au Paris FC où ça bétonne sévère. C'est quand même symbole d'une équipe qui veut prendre les points, et contrairement à ce que peut dire Luis Castro en conférence de presse, comme quoi il regarde pas le classement, son style de jeu quand Nantes est devant au score, voilà, dit l'inverse globalement. Mais c'est pas pour autant que je le critique par rapport à ça, comme tous les entraîneurs et certainement encore plus à Nantes. Il y a une obligation de résultat, il faut prendre les points. Ce soir, Nantes en prend un seul face au Havre, certes. En récapitulant un petit peu le match qu'on a pu voir, alors j'ai bien aimé les 5-6 premières minutes côté nantais. Il y a eu un jeu qui était un peu plus direct, très clairement. On a senti que Nantes avait parfois aussi envie de sauter un peu son milieu de terrain, qui a été source de bon nombre de pertes de balles sur les derniers matchs. Et je trouve que ça a fait un peu de bien, d'allonger un peu, et derrière se battre pour gagner les deuxièmes ballons. Et Nantes, on a gagné pas mal. Je crois qu'à la 15e minute de jeu, Nantes avait, je crois que c'était 60% de duels gagnés quasiment. Et du coup, on sentait que même sur les deuxièmes ballons, Nantes avait un peu plus envie et répondait vraiment présent, avec des milieux qui se projetaient en suivant un peu les longs ballons. Alors certes, Gauthier Loris a été plutôt bon à chaque fois que Nantes a voulu allonger dans les airs face à Youssef El Arabi. Néanmoins, Nantes a quand même su hériter de pas mal de deuxièmes ballons, de créer aussi des pseudo-occasions et d'aller chercher rapidement Mathis Sabline, qui a fait plutôt un bon début de match, qui a été encore une fois le seul pseudo-danger nantais sur tout le match, surtout sur la première période, parce que Nantes a rien eu en deuxième mi-temps. On a rapidement été récompensé de cela, comme face au Paris FC avec un jeu direct, on avait su surprendre les Parisiens très tôt dans le match. Là, dès la 6e minute de jeu, Kelvin Amian va avoir tout son temps d'adresser un très bon centre pour Mathis Sabline. Alors la tête, elle est pas évidente à faire, il est au deuxième poteau, il a un angle assez surprenant, mais il parvient à la rabattre et à tromper Moridio, qui est assez apathique sur le coup et qui se fait avoir sur son premier poteau. Donc Nantes ouvre le score très tôt dans le match, et j'ai pas envie de dire c'est mérité parce qu'on n'avait pas beaucoup frappé au but jusque là, mais ça a récompensé un jeu un peu plus direct, et ce que je plaidais un peu parce que c'était les seuls ingrédients qu'on pouvait retrouver dans les 2 victoires nantaises, que ce soit face au Paris FC ou face à Auxerre, à savoir un jeu un peu plus direct, un peu plus basé aussi sur la vitesse. T'as des attaquants rapides, alors pas El Arabi, je parle bien de Guirassy et d'Ablin, autant en profiter et autant aller chercher un jeu un peu plus vertical, et je trouve que ça fait un petit peu de bien, surtout dans une période où Nantes a perdu beaucoup de ballons en voulant faire un peu trop de gris-gris derrière, comme on a pu voir face à Lille, face à Monaco et puis face à Metz, parce que sur la plupart des buts que Nantes concède, là dans les 7 buts là, le pris lors des deux matchs, il y a au moins, je sais pas, 4 ou 5 buts qui sont sur des erreurs individuelles, voilà, il y a beaucoup de pertes de balles qui nous coûtent très cher finalement à Nantes ces dernières semaines. Donc bon, malgré tout, fallait mettre fin à cette hémorragie, 7 buts encaissés, 2 défaites consécutives. Il était temps de prendre au moins un point et essayer d'avancer un peu. Là on passe devant Angers en attendant la journée de demain en Ligue 1, puisque les Angevins vont jouer demain. Je me souviens plus contre qui est-ce qu'ils vont jouer. Si, je crois qu'ils jouent contre Auxerre, donc ils sont clairement à même aussi de rapidement nous repasser devant. Mais bon, on va pas regarder le classement tout de suite, parce que j'aurais aimé le regarder si on avait pris les 3 points, ça m'aurait un peu soulagé, parce que Nantes aurait été 13e ce soir, donc ce qui aurait été quand même plutôt intéressant.
Mais le souci après cette ouverture du score côté nantais, c'est qu'on a vu des Canaries qui vont complètement s'arrêter de jouer comme si le but, comme si à chaque fois que Nantes marquait un but, il fallait tout de suite, tu sais, il y avait comme un moment de panique dans l'équipe nantaise et il fallait absolument voilà, repasser en mode défensif, bien gérer, être ultra appliqué défensivement. Ça y est, on a mis un but, on est devant au score, on bétonne, on va chercher 1-0 parce que voilà, c'est pas pour rien que Nantes, ses 2 seules victoires, c'est à chaque fois de la plus petite démarche parce que Nantes est incapable, je pense, dans un match de mettre le but du break. Tant cette équipe arrête de se projeter dès qu'elle est devant au score, tant cette équipe abandonne tout son plan de jeu au profit de absolument aller chercher les points. Et ça, ça a coûté assez cher à Nantes parce que Le Havre est monté en puissance finalement au fil de la rencontre. Je crois qu'à partir de la 15e, en fait, on a quasiment plus eu aucune situation. Là où on avait encore quelques petites frappes contrées de un coup Ablin, un coup Garassi, etc. Là, on a complètement disparu de la rencontre et Le Havre a commencé à combiner sur son côté avec Loïc Nego. Après, il y a eu l'entrée de Reda Kadra en deuxième mi-temps qui a fait du bien techniquement au Havre, qui ont touché le poteau par Issa Soumaré. Karl Green avait déjà dû sortir quelques parades vraiment décisives en première mi-temps, là où il a peut-être été un peu moins en confiance et un peu moins performant sur la deuxième, mais bon, on peut pas trop lui en vouloir, hein, il dépannait, et puis pour le coup, il prend que un but à la 94e sur une tête smatchée d'un des meilleurs buteurs de la tête de notre championnat. Bon, je peux pas trop lui en vouloir vis-à-vis de ça. Néanmoins, voilà, Nantes a concédé beaucoup trop d'occasions, encore une fois, si Nantes avait concédé ce nombre d'occasions-là, mais en se projetant davantage, pourquoi pas, mais là, en se la jouant comme ça, c'est quand même assez frustrant. Alors, est-ce que j'aurais eu le même discours si Nantes avait pris les 3 points ? Sincèrement oui, parce que j'ai pas forcément pris beaucoup de plaisir à regarder ce match-là, qui était un match haché. Il y avait un arbitre qui était en mode cow-boy, qui mettait des cartons jaunes à tout va, surtout au vrai d'ailleurs, hein, donc c'était pas pour me déplaire dans le sens où moi en tant que supporter nantais, voilà, quand un vrai se prend un jaune, je me dis ah bah tiens super, ça va un peu le calmer, mais ça n'empêche que c'est quand même... Voilà, je trouve que ça gâche un peu le match. À chaque fois que tu fais un semblant de faute ou une mini-faute, le mec, boum, jaune. Voilà, il canarde les jaunes. Bon, ça, c'était quand même un petit point noir, je trouve, autour de cette rencontre. Mais le vrai point noir, c'est ça, c'est de voir Nantes qui a complètement arrêté de jouer. Et le Havre a poussé. Alors, ils ne se sont pas procurés beaucoup de situations quand Nantes a vraiment bétonné avec la fameuse défense à 6 ou 7, là, la fameuse ligne immense qu'il y a défensivement. On avait vu la même face au Paris FC. Mais sauf que cette fois-ci, là où elle avait tenu à Jean-Bouin, là, elle n'a pas tenu ce soir au stade d'Océane, puisque le Havre, sur un centre un peu ultime à la 94e, va être capable de marquer par son capitaine, je sais plus si c'est le capitaine, mais par Gauthier Loris, le défenseur central qui était monté aux avant-postes, et qui est venu récompenser assez logiquement le bon match des Havrais, qui franchement produisent du jeu, qui sont capables de faire des différences, qui ont des joueurs devant qui ont beaucoup plus envie qu'à Nantes, je trouve, et qui, de toute façon, c'est comme si Nantes avait fait un aveu dès le début de match qu'on perdrait la bataille du milieu si on jouait un peu trop justement dans cet entrejeu là. Donc on a essayé de sauter cette ligne là, ça a un peu posé problème au Havre sur les 15 premières minutes, mais après une fois qu'on avait tellement reculé et qu'on n'avait plus du tout confiance en nous, hein, parce qu'on n'est pas une équipe en confiance et la dynamique parle en ce sens là, les Havrais ont été capables, c'est ça, de monter en puissance, et plus ça allait, plus on sentait que le danger se rapprochait. En fait il y a tellement de centres, tellement de cafouillage que le Havre aurait pu marquer sur des buts dégueulasses, mais tu peux même pas te lever et hurler devant ta télé parce que c'est le jeu de Nantes qui veut ça. Voilà, on bétonne dans la surface, il y a des centres à tout va. Pareil, s'il y avait eu une main dans la surface d'un Nantais, c'est le jeu, hein. Tu veux jouer comme ça, tu veux absolument aller chercher tes 3 points. Bon, évidemment, on a vu tous les symptômes d'une équipe qui n'est pas en confiance et qui cherchait avant tout à aller chercher les points plutôt qu'à se projeter, parce que je pense que avec la vitesse des attaquants nantais, avec un peu plus d'ambition, je pense que tu peux aller essayer d'aller mettre un deuxième but au Havre, parce que surtout qu'ils avaient été quand même assez sonnés dès le début de match avec ce premier but côté nantais. Donc bon, voilà un peu pour le résumé du match. Nantes a essayé de tenir le 1-0 dès les premières minutes avant de se faire rejoindre à la toute fin. Un but au tout début de match, un but en fin de match, score final un but partout, et sur quasiment les 90 autres minutes, c'est le Havre qui a fait que pousser pour essayer de poursuivre un peu sa série d'invincibilité, ce qu'ils sont parvenus à faire en toute fin de match. Nantes prend néanmoins un point, donc il faut quand même pas non plus voir tout noir ce soir. Nantes est quand même capable de prendre un point au Havre, alors que franchement, surtout avec les absences, là, Le Penant, Coquelin, Lado, ça commence à être vraiment lourd. Le Anthony Lopez là, qui s'est venu rajouter, et puis une défense qui était plus du tout en confiance. C'est vrai que je prédisais un petit peu le pire, et puis les stats aussi, hein, puisque je crois que les stats disaient que le Havre avait 57% de chance de gagner ce soir. Donc voilà, 57% de chance de gagner, c'est même pas, ils ont 57% de chance de gagner ou faire match nul, non, c'est vraiment la victoire. En gros, il y avait plus de chances qu'ils gagnent que autre chose. Donc bon, on a plutôt réussi à faire déjouer les Havrais en ce sens-là, mais il y a toujours ce côté frustrant de je suis en train de me réjouir d'un but partout face au Havre alors qu'on n'a rien produit dans le jeu.
Donc bon, voilà, je suis assez mitigé quand même. Mes tops et mes flops, parce qu'il faut quand même passer par là. J'ai 3 tops. Chiedozie à Waziem. À chaque fois que Nantes parvient plutôt à aligner une bonne défense dans son match, et ça a été le cas ce soir, Nantes a plutôt bien défendu dans l'ensemble, même s'il y a eu des moments un peu chauds, c'est souvent parce qu'Awaziem fait des gros matchs, et là en l'occurrence ça a été le cas ce soir, comme ce fut le cas face au Paris FC il y a de ça 2-3 semaines maintenant. Donc Chiedozie Awaziem plutôt en bonne forme, et d'ailleurs il a appris aujourd'hui qu'il était sélectionné là pour le rassemblement de novembre avec le Nigeria, donc on va lui souhaiter évidemment de continuer à prendre confiance en sélection. Mon deuxième top, il faut quand même le récompenser parce que je l'avais mis dans les flops sur ses dernières titularisations, mais je trouve que Koun a fait un vrai bon match. Dans l'impact physique, en sentinelle, je trouve qu'il a, dans le peu de temps fort côté nantais, il permet quand même de libérer vachement d'espace à Tabibou, à Mwanga, qui l'ont tous les deux plutôt mal exploité. Alors Mwanga, je lui rajouterai toujours la carte Joker où il joue pas à son poste et qu'il est là pour combler toutes les absences, là, Le Penant, machin, Coquelin. Donc il est là un peu pour combler les brèches, mais je trouve que Koun, en plus de faire un bon match sur l'aspect défensif, alors dans les relances c'est toujours pas ça, on le sait, hein. Il a tendance aussi à trop appuyer ses passes à chaque fois, c'est toujours un peu pénible si tu veux te relancer en contre-attaque quand ton numéro 6 peine à adresser des bonnes passes. Néanmoins il a fait son match sur l'aspect défensif, et surtout ouais, je trouve que sa présence, on a son impact physique et sa droiture, quoi. Le gars il a vraiment fait l'essuie-glace, et voilà, il est là, il répond présent, il est assez agressif, bien comme il faut. Là il a plutôt bien dosé là où c'était pas forcément le cas, et puis dans son alignement, contrairement au match face à Monaco, il a également répondu présent, donc ça c'est aussi plutôt une bonne nouvelle. Donc je vais mettre Koun parmi les tops, franchement ce soir j'ai vraiment bien aimé son match. Et puis, qui sait que je pourrais mettre parmi les tops en plus, parce qu'il y a quand même peu de joueurs qui m'ont vraiment emballé. J'ai bien aimé même le match de Leroux sur le couloir gauche. C'était pas facile parce qu'il avait des clients avec Loïc Nego et avec Issa Soumaré qui combinent beaucoup entre eux deux. Mais non, Leroux, encore une fois, on sent que c'est le premier vecteur un peu des relances nantaises. Quand on a la chance de l'avoir en latéral gauche plutôt que Kodza, on sait qu'on peut lui donner le ballon, il est capable d'aller chercher El Arabi ou Tabibou. Il est capable au moins de nous permettre de conserver le ballon et de se projeter un peu plus vers l'avant. Donc je maintiens que pour avoir un jeu plus direct, il faut qu'on ait Leroux sur ce couloir gauche comme ça a été le cas face au Paris FC où il avait déjà fait un bon match. Donc voilà, mes 3 tops, Leroux, Awaziem et Koun. 3 joueurs quand même plutôt à vocation défensive ce soir, on va pas se mentir. Offensivement j'ai quand même peu de joueurs à mettre parmi mes tops, même si j'ai trouvé que Guirassy et Ablin ont fait des matchs plutôt corrects. J'en viens du coup à mes flops, c'est une première parce que je l'ai plutôt mis parmi mes tops sur les derniers matchs et à juste titre à mes yeux, c'est Youssef El Arabi. Alors autant dans son travail de l'ombre il est toujours là dans l'état d'esprit, de toute façon on le sait, hygiène de vie remarquable, Luis Castro en a parlé, c'est pas pour rien qu'il est titulaire même s'il a 38 ans, c'est que globalement il fait du bien à l'équipe à chaque fois qu'il est là. Néanmoins ce soir il a quand même été bien gêné par Gauthier Loris et par Aruna Sanganté, enfin la défense avraise, et c'est dans l'utilisation du ballon où il a eu énormément de déchets. Je sais pas il a fait combien de pertes de balles, mais là c'est assez drastique. On sentait que les attaquants nantais étaient plutôt bien en jambes, Ablin, Guirassy, ils avaient envie de faire des appels surtout en début de match, et à chaque fois ils voulaient s'appuyer sur El Arabi qui a quand même cette faculté d'habitude de bien trouver les Nantais. Là il a eu beaucoup de déchets, notamment dans les 1-2 où à chaque fois qu'il a essayé d'aller chercher les ailiers ou aller chercher un peu d'espace sur le côté, il a eu beaucoup de déchets. Faut dire qu'il a été vraiment très bien serré je trouve, à la fois par Ayumu Seko, par Sanganté, par Gauthier Loris. C'était pas un match facile pour lui, et c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de déchets dans son utilisation du ballon, ce qui lui vaut cette place dans mes flops ce soir. Mes autres flops, qui sait que je vais bien pouvoir mettre parmi mes flops sans être trop dur. Je trouve que Demen Tabibou, encore une fois, il fait 15 bonnes premières minutes, à l'image de Nantes, quand Nantes essaie de jouer un peu plus direct, il était bien, il se projetait bien, et puis après il disparaît, comme si la Ligue 1, voilà, l'exigence de la Ligue 1 était encore un peu trop importante pour lui. Il est sorti en plus de ça, touché je crois suite à un contact au mollet. Donc on espère rien de trop grave pour lui parce que bon, les blessures dans l'entrejeu nantais elles commencent à s'accumuler, et j'ai assez hâte de voir Le Penant revenir parce que je pense que ça va nous faire un bien fou au milieu de terrain, parce que actuellement notre milieu c'est assez catastrophique, faut le dire. Un Mwanga qui joue pas à son poste, un Tabibou qui est encore un peu trop frais à mes yeux pour la Ligue 1, qui a beaucoup de talent, j'ai aucun doute sur le fait qu'il fera une grande carrière, mais voilà, il est encore un peu trop frais, il met du temps. C'est un garçon qu'il faudra vraiment accompagner le long de son parcours pour réussir à vraiment bien le lancer. Et je pense qu'il est entre de bonnes mains avec Luis Castro. Mais néanmoins, encore une fois, ce soir, son match à Tabibou, à mes yeux, il est encore insuffisant. Et puis surtout d'une irrégularité assez dingue, quoi. Il a joué 15 minutes dans le match et après, il a complètement disparu. Donc voilà, et puis, qui c'est que je pourrais mettre encore parmi mes flops? Bon,
Tati fait plutôt un bon match dans l'ensemble, mais voilà, je trouve quand même que il réfléchit un peu trop là en ce moment, là, ces derniers temps, même suite à son erreur à Metz, je trouve que des fois, il se pose un peu trop de questions et justement, il fait des bourdes. À partir du moment où tu réfléchis trop, tu prends rarement la bonne décision. Il manque un peu de lucidité, c'est aussi des erreurs de jeunesse. Et voilà, je ne l'ai pas senti très confiant encore ce soir. Alors vous allez me dire, c'est normal, il a 17 ans. Donc voilà, je ne le mets pas pour autant parmi mes flops. Je suis en train de chercher qui pourrait être mon troisième flop. J'ai trouvé que l'entrée de Duff n'était pas non plus incroyable, notamment sur le plan technique. Benatam non plus. Enfin, globalement, les entrants nantais n'ont rien apporté. Ce qui n'est pas vraiment surprenant depuis le début de saison. On est quand même habitué à voir très peu de solutions apportées du banc. Et puis mon troisième flop, bah, ce sera Junior Mwanga, encore une fois, pas à son poste de numéro 8. Alors, c'est un flop dans le sens où il est plutôt dans la moyenne basse de l'équipe, mais bon, dans l'utilisation du ballon, bah, tu vois que c'est un numéro 6, hein, donc forcément, quand on lui demande de se projeter, parce que là, c'était une vraie demande de Luis Castro, qu'il accompagne toutes les offensives nantaises. Donc derrière, il faut qu'il revienne, qu'il se replace. Voilà, Junior Mwanga, depuis le début de saison, on l'a fait jouer en défense centrale, en numéro 6. Maintenant, on va le faire jouer en numéro 8. La semaine prochaine, il va être à la place de Karlgren dans les buts. Bon, c'est bien beau la polyvalence, mais vaut mieux être très bon à un poste plutôt que d'être moyen partout. Et pour le coup, Mwanga, je trouve que c'était pas le cas depuis le début de saison. Autant là, à ce poste de numéro 8, je trouve qu'il est vraiment moyen. Autant en numéro 6, il a fait plutôt ses preuves. En défense centrale, il a été correct face à Brest, mais là en numéro 8, non, c'est un vrai désastre, et c'est pour ça que je suis vraiment pressé de voir Le Penant revenir, même peut-être Coquelin, qu'on retrouve un semblant de milieu de terrain, parce que là on peine vraiment. J'ai longtemps dit dans la préparation estivale qu'au vu de l'effectif nantais, même une recrue comme Hong, où on avait beaucoup d'attentes sur lui, etc., au vu du milieu nantais, au vu de la qualité qu'on avait dans ce secteur-là, à mes yeux, c'était le secteur le mieux fourni côté nantais. À mes yeux, c'était la défense qui était le moins fournie au vu de l'effectif qu'on avait. Eh bien, je trouve que cet entrejeu me fait vraiment démentir depuis le début de saison, et à chaque fois, on perd la bataille du milieu. Alors ce soir, comme je l'ai dit, on a essayé un peu plus de la sauter en jouant un peu plus direct, et c'est certainement ce qui nous permet de ne pas faire toutes ces fameuses erreurs qu'on avait pu faire lors des derniers matchs et qui nous ont coûté si cher. Donc voilà, on a fait un peu le tour, mes tops et mes flops, le résumé un peu du match. J'attends vos avis évidemment dans l'espace commentaire. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements à tirer de ce match. La seule chose que j'ai envie de dire finalement, c'est que là on va avoir 2 semaines de pause qui peut-être arrivent à point nommé déjà si on récupère des absents, si on récupère un Le Penant, un Michael Lado, même si bon, je suis pas du tout convaincu par ses débuts, si Hong arrive peut-être enfin à lancer sa saison. Mais bon, je pense que peut-être que d'ici le mercato hivernal, il va peut-être pas se passer grand-chose. On essaiera de prendre 3 points par-ci par-là, c'est encore beaucoup trop insuffisant. Mais bon, moi je reste confiant, je maintiens que c'est un projet qui ne peut que s'améliorer parce que c'est des jeunes joueurs qui s'adaptent à un nouveau coach, à un nouveau projet, à une nouvelle dynamique. Donc bon, il faut que tout ça se matérialise. Si la direction a la bonne idée d'aller chercher un ou deux cadres qui connaissent la Ligue 1 au mercato hivernal, comme l'équipe nous indiquait que c'était réfléchi actuellement dans les coulisses côté FC Nantes, ça pourrait être plutôt bien senti. Peut-être un cadre au poste de latéral gauche ou au milieu de terrain, deux mecs qui connaissent la Ligue 1 pour accompagner encore plus cette jeunesse et l'utiliser encore mieux à bon escient, notamment sur l'aspect mental, parce que je trouve que effectivement on a quand même encore une fois une vraie mauvaise gestion, notamment de nos temps forts où dès qu'on marque on s'arrête de jouer, et voilà, la gestion mentale des matchs est pas encore incroyable côté nantais, à l'image évidemment en point d'orgue le match face à Monaco où on en prend 5, donc voilà. J'espère en tout cas que ce débrief vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao.